Mesdames et messieurs, nous allons passer aux tables rondes de cette matinée. Je voudrais par la suite inviter un par un les intervenants et comme thème, nous avons comme thème de cette première table ronde intégrer le développement durable dans la stratégie d'exportation des produits chimiques. Cette première table ronde va aborder un défi central, comment faire du développement durable un pilier de notre compétitivité à l'export. Les marchés européens, ça a été cité ce matin, que ce soit à l'international impliquant l'Amérique, imposent désormais, comme l'a dit aussi Silmadi, des cadres stricts, le CBAM, le mécanisme d'ajustement carbone, les ESG rating, etc. Donc pour nos entreprises, cela suppose une mutation stratégique d'intégrer les critères de durabilité, la coopération et la conception des produits dans les procédés qui sont attendus. Mesdames et messieurs, je vais appeler à mes côtés pour débattre de cette thématique Sir Tmel Bennani de Natura Invest, si vous voulez bien me rejoindre s'il vous plaît. Sir Tmel Bennani donc de Natura Invest, comme je l'ai dit. Sir Brahim Taibi Manor, vous êtes en face de moi, je vous convie. Merci de me rejoindre. C'est Salahdil Bennani, Mazar. Et c'est Zakaria Gerti. Si Mohamed Amimi, vous étiez là ce matin. Donc installez-vous. Je voudrais d'abord vous remercier, rappeler quelques éléments de contexte. Vous savez très bien que le Maroc s'est engagé dans une trajectoire de durabilité, donc une stratégie nationale a vu le jour. Elle concerne le développement durable, donc une charte nationale, ça a été cité, de l'environnement et du développement durable, donc a été aussi mise en route avec un modèle énergétique parmi les plus importants, les plus verts du continent. Maintenant, donc, on va passer aux questions réservées donc à ce panel. Et je voudrais commencer par Sir Tmel Bennani. Comment accompagnez-vous les entreprises marocaines dans leur transition vers des produits plus durables? Donc je prendrai, vous avez un micro à votre disposition, donc les autres intervenants tour à tour pour répondre aussi sur la même thématique. Sir Tmel, à vous la parole. Oui, vous m'entendez? Salam alaikum. Donc nous, pour l'accompagnement des sociétés exportatrices dans la chimie verte, donc nous, notre groupe Natura Invest, on est producteur de produits, d'ingrédients biosourcés, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on va prendre des végétaux, des plantes, et on va les transformer pour l'export. Donc comment on se démarque à l'export sur les produits biosourcés dans la thématique de développement durable? Tout d'abord, il y a l'intégration verticale. L'intégration verticale dans la chimie, dans notre secteur de la chimie est très importante parce que ça nous permet d'avoir un contrôle des coûts qui nous permettent de nous engager sur des contrats sur le long terme avec nos partenaires à l'export. Le deuxième avantage d'avoir une intégration verticale, ça nous permet aussi de nous engager sur une décarbonisation, sur une clarité de la supply chain que nos partenaires en Europe, aux États-Unis, en Asie demandent de par leurs restrictions réglementaires. Par exemple, sur les végétaux, on parle du protocole de Nagoya, etc., qui impose, dont le Maroc est signataire, qui impose une protection de la biodiversité. Et enfin, sur la clarité de la supply chain que nous avons instauré au Maroc, c'est-à-dire le Maroc est un grand producteur agricole, d'accord? C'est un grand producteur agricole, ce qui nous permet d'avoir une intégration verticale des plantes aromatiques et médicinales, d'avoir des cultures locales. Et c'est ce qui nous permet de nous démarquer d'autres acteurs industriels de la chimie en Europe, aux États-Unis, en Chine, qui se retrouvent à importer des matières premières. Donc, nous, l'important, c'est d'accompagner les coopératives agricoles, d'accord, pour des contrats pluriannuels de plantation. Et ça, toutes ces approches de la clarité de la supply chain nous permettent d'avoir de marketer une décarbonation qui est claire, d'avoir un contrôle sur les coûts, d'accompagner nos différents partenaires locaux au Maroc sur des certifications type SMETA. D'accord, le SMETA est une certification très importante dans la décarbonation. Avoir une certification EcoVadis, ou plus un audit EcoVadis. Aujourd'hui, l'EcoVadis est un élément critique lorsque l'on veut exporter en Europe. Les grosses multinationales demandent un rating, donc une notation,
des sociétés exportatrices, de leurs fournisseurs sur leur impact carbone. Et ce qui est important au Maroc, c'est de démocratiser la quantification des émissions carbone des exportateurs, des industriels. Même pour les sociétés qui n'exportent pas, avoir une idée de leur empreinte carbone sur le scope 1, c'est-à-dire les émissions directes, sur le scope 2, les émissions indirectes, c'est-à-dire les énergies que l'on achète, électricité, fuel, etc. Et sur le scope 3, donc c'est tout ce qui est indirect, les émissions de nos fournisseurs. Donc avoir une idée chiffrée de notre impact carbone est un avantage comparatif important lorsque l'on veut exporter. Et là, il faut démocratiser et accompagner les sociétés, même celles qui produisent localement. Sur un moment crucial, excusez-moi, je vous laisserai terminer par la suite, vous avez parlé de réceptivité de certaines entreprises par rapport à d'autres, parce que vous avez évoqué ce qu'on appelle aussi les PME, les TPE et puis même des coopératives. S'il m'a dit de la CGM, vice-président général de la CGM, a évoqué le mindset, la notion de mindset. Est-ce que vous constatez qu'il y a de la réceptivité par rapport à certains secteurs que d'autres dans votre démarche de sensibilisation ? Alors au Maroc, sur tout ce qui est EcoVadis, donc quantifier les scopes 1, scope 2, scope 3 des émissions carbone, c'est encore très nouveau. Parce que les partenaires commerciaux en Europe, aux États-Unis, en Asie, commencent à peine à le demander. Donc c'est un avantage comparatif. Donc c'est un surplus. Mais ce qu'il faut garder en ligne de mire, lorsqu'on parle de décarbonation, etc., c'est que même si on veut décarboner, il faut quand même réussir à vendre. Donc il faut avoir une structure de coût qui nous permette de rester compétitifs par rapport aux concurrents. Par exemple, on a parlé de la Turquie, aux Chinois, aux Européens, etc. Donc c'est comme une couche supplémentaire qui va nous aider à tirer notre épingle du jeu. Mais quand on parle de décarbonation, il faut aussi penser réduction des coûts. Tout à fait, c'est le plus important. Garder la compétitivité en vue, en fait. Parfait. Sir Othman, je reviendrai vers vous pour d'autres questions. Je voudrais interpeller Abdrahim Taibi. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Imanor. Pourriez-vous nous donner un aperçu sur l'état de la normalisation et de la certification dans le secteur de la chimie qui nous invite aujourd'hui, de la parachimie? Merci d'être avec nous. Je crois que vous avez un micro à vos côtés pour nous répondre. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier la FCP de nous avoir associés à cet événement. Bien sûr, en matière de chimie parachimie, le secteur était l'un des plus avancés dans la normalisation, la certification. Il était toujours présent et on a créé beaucoup de commissions de normalisation et on a élaboré, homologué plusieurs normes. Bien sûr, il y a aussi des programmes de certification qui sont aujourd'hui mis à la disposition du secteur. Je citerai par exemple pour le cas des normes, il y a les normes sur les matières plastiques, les normes sur les peintures et les commissions sur les peintures, les fertilisants, les ciments, etc. Donc nous avons également des schémas de certification qui portent donc sur les tubes en PVC. Donc il y a beaucoup c'est-à-dire plus de 60% de producteurs sont déjà certifiés. La certification NM, la certification de qualité, pas uniquement le système de management ou les aspects liés à la gouvernance, mais également la base de la certification, c'est la qualité du produit. On peut toujours rester autour de systèmes de management et autour des exigences du marché sans toutefois répondre à l'impératif essentiel, à savoir la qualité et la conformité du produit. Donc la norme, la conformité à la norme est l'essentiel. Et si on arrive à intégrer la conformité à la norme dans notre culture, on va facilement intégrer d'autres systèmes et d'autres conformités et transiter rapidement vers les exigences de développement durable. Et pour accompagner aussi ce mouvement, cette exigence internationale, nous avons travaillé aussi avec la FCP pour donner un sens aux exigences du marché de l'exportation. Par exemple, en Europe, on parle du règlement riche sans toutefois avoir un équivalent au Maroc qui va simuler cette dynamique ou qui va pousser et inciter les entreprises à avoir une conformité et à anticiper toute exigence du marché d'exportation. Donc, c'est l'occasion aussi de voir comment concrétiser cette opération, c'est-à-dire comment transposer le règlement riche dans le cadre du système normatif marocain et avoir des certifications associées qui faciliteront la tâche à l'entreprise marocaine, surtout pour intégrer des chaînes de valeur qui sont très sensibles pour les questions de sécurité. Les indicateurs, sincèrement, ils sont un petit peu faibles.
si c'est-à-dire, on ne tient pas compte de la partie engrais et ciment qui sont un petit peu très avancés dans les systèmes de management, pour les autres systèmes de management, à savoir le management de la santé et sécurité au travail qui concerne directement le secteur de la chimie et le management environnemental, on n'a pas beaucoup de réalisations. On est en démarche, on a des entreprises qui sont en démarche, mais elles n'ont pas encore fait aboutir leur système de management. Donc c'est une occasion aussi pour les inviter à aller avoir du courage pour aller à une certification qui est aujourd'hui la seule qui compte pour pouvoir exporter et apporter la preuve qu'on est conforme. Nous avons également, pour la partie carbone, on en parle beaucoup, mais nous avons aujourd'hui, le gouvernement a promulgué une nouvelle loi pour désigner l'Imanor en tant qu'organisme de référence en matière de vérification carbone. Et à ce titre, nous avons formé et qualifié une trentaine de vérificateurs qui sont aujourd'hui disposés et disponibles pour c'est-à-dire établir des actes de vérification, donner un avis sur le bilan de vérification. Nous avons des experts aussi qui peuvent accompagner l'entreprise, mais on n'a pas encore de résultats aussi. Nous avons des systèmes, on n'a pas encore d'entreprises, assez d'entreprises qui ont soumis leur bilan à une vérification ou qui ont établi leur bilan conformément aux normes internationales. Bien sûr, pour l'export, nous avons ce souci d'avoir un système reconnu à l'international. Nous avons déjà commencé. Justement, il y a la problématique de ce qu'on appelle la cohérence par rapport aux autres normes internationales. Est-ce qu'il y a un travail dans ce sens-là pour rapprocher les certifications, les normes, pour faciliter les interactions? Est-ce qu'on est dans une logique de commerce? Bien sûr, notre stratégie, c'est d'adopter des normes internationales. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de normes marocaines, ce ne sont pas des normes marocaines, ce sont des normes internationales et on est présent à l'ISO, on est membre de l'ISO, donc on incite les entreprises à participer aux travaux internationaux pour ne pas subir la norme internationale. Parce que ce qui est aussi constaté, on attend la norme internationale pour la subir. Alors nous avons la possibilité de faire partie de toutes les commissions internationales de normalisation, d'exprimer notre point de vue et de voir comment influencer et impacter la norme internationale. Surtout. Merci beaucoup, Seyed Tayeb. Je voudrais interpeller Salah-Eddine Bennani sur un autre sujet. Quelles sont les raisons pour les entreprises du secteur chimie et parachimie pour s'inscrire dans cette démarche de développement durable? Merci d'être avec nous. Micro à votre disposition. À vous la parole. Merci pour l'invitation et ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de ce workshop. Alors, je vais peut-être pas me répéter en tout cas ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que toutes les interventions qui ont précédé depuis le tout premier point de départ de cette matinée ont rappelé l'importance de l'aspect accès au marché. Aujourd'hui, alors effectivement, nous avons un secteur de la chimie et de la parachimie qui est en bonne partie exportateur. Donc plus que les 40%, je pense presque 50% de l'activité va à l'export. Et même en mettant de côté l'OCP qui est très dominant, le volume des exportations reste très important. Et le plus gros de ces exportations vont vers le marché européen, qui sont des marchés extrêmement normés et extrêmement regardants par rapport à la thématique de développement durable. Je ne vais pas revenir beaucoup sur ça. On a également parlé de l'aspect économie des coûts, à travers notamment la décarbonation, à travers l'efficacité énergétique, à travers la revue d'un certain nombre de process, de procédés de production et de livraison des produits. Mais au-delà de ça, il y a peut-être 2 ou 3 autres facteurs qui sont très importants à prendre en considération. Le premier qui est en lien avec l'accès au marché. Alors on parle d'exportation, mais il ne faut pas oublier le jeu compétitif dans un cadre, on va dire, géopolitique de la durabilité. Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours l'image ou bien la perception que le développement durable, c'est un sujet, on va dire, par éminence européen, impulsé par les Européens, promu par les Européens, une forte réglementation européenne qui s'impose un petit peu à travers le monde. C'est une idée qui est fausse, qu'il faut rapidement corriger, parce que au-delà de l'Europe, il y a aussi de la réglementation au niveau des États-Unis même si le discours politique peut parfois donner une image de rejet
on va dire, des considérations environnementales et sociales. On a des réglementations. C'est ça, Lahadine, juste une petite précision. Il n'y a pas que la problématique de l'accès au marché, il y a aussi la problématique de la compétitivité. Parce qu'au fait, quand on décarbone, on gagne aussi en compétitivité et en solvabilité au niveau de. Oui, alors c'est étroitement lié. Quand on parle de normes à la fois américaines mais aussi chinoises, alors tout à l'heure Sitiazi elle a parlé du modèle ou bien d'un exemple turc. N'oublions pas que aussi côté chinois, qui était considéré jusqu'à récemment comme on va dire le mauvais élève en matière de durabilité, le modèle chinois aujourd'hui, depuis plusieurs années, ils ont pris le logiciel européen, ils l'ont décodé et ils en ont tiré le meilleur en disant qu'aujourd'hui, pour accéder aux marchés mondiaux, il faut être dans la durabilité. Parfait. Donc quand on va parler de compétitivité, si nos produits, nos entreprises ne s'inscrivent pas convenablement aux armes égales avec les Chinois, les Turcs et autres, on va être exclu des marchés, on ne pourra pas accéder à ces marchés-là. Parfait. Merci beaucoup de cette précision. Forcément, quand on aborde ces sujets-là, il y a le côté financement qui ressort, qui s'impose de lui-même. Je voudrais avoir l'expression de Zakaria Algarti. Vous êtes de la Bird, vous êtes expert en financement. Quelles sont, selon vous, les priorités de la Bird pour accompagner ce secteur? Ce matin, on a eu beaucoup d'intervenants qui ont mis en exergue cette problématique d'accès au marché. Donc, il faut se normer, il faut disposer de ce qu'on appelle les moyens nécessaires pour accéder à ces marchés, mais il y a le sujet du financement. Comment vous faites pour permettre à ces entreprises de rester compétitives et surtout de préserver, voire de développer leur part de marché? Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, mesdames, messieurs le Président. D'abord, les priorités de la Bird sont nombreuses. La Bird est d'abord une banque de développement qui est orientée vers le secteur privé. Donc, la principale motivation de la Bird, c'est soutenir la compétitivité du secteur privé. Et c'est ce que nous essayons de faire dans les différents pays où on est présent. Et un des moyens du soutien du secteur, de la compétitivité du secteur privé, c'est d'encourager et de soutenir les entreprises marocaines dans l'intégration des chaînes de valeur mondiales et de réduire même la dépendance aux importations et de renforcer une industrie locale. Et quand vous parlez du secteur de la chimie, vous l'avez évoqué dans l'introduction, c'est à peu près 190 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, soit 15% de PIB. Et même quand on enlève un acteur important qu'est l'OCP, le reste du secteur reste quand même tout à fait important pour l'économie nationale. Donc nous avons cette priorité qui est le renforcement de la compétitivité du secteur privé. La deuxième priorité pour nous, c'est la transition verte. La Bird est une banque verte par essence et par excellence. À peu près 75% de nos investissements revêtent une composante verte, et c'est là où nous intervenons pour soutenir la décarbonation dans l'industrie chimique, en donnant des financements conventionnels, mais aussi en donnant des financements concessionnels pour encourager ces entreprises dans leur chemin vers la décarbonation. Et la décarbonation, bien sûr, revêt plusieurs aspects. Ça peut être une réduction de consommation de l'eau, du recyclage, des bâtiments verts, la réduction d'émissions de CO2 et d'accompagner les entreprises qui veulent aller sur ce schéma-là, mais aussi par des aspects et des mécanismes non financiers. C'est-à-dire que nous ne sommes pas uniquement une banque qui prête de l'argent, mais nous pouvons être une banque qui octroie des subventions directes aux entreprises qui vont dans la décarbonation, mais aussi le financement d'études et de certifications, comme disait mon collègue, parce que l'enjeu des certifications devient fondamental, notamment pour les entreprises qui sont exportatrices, notamment en Europe, parce que on a beau parler des États-Unis, mais 70% du commerce extérieur marocain est avec l'Union européenne.
Je vais vous poser la deuxième et la troisième question, donc je vous arrête dans votre élan. C'est Mohamed Amimi, vous êtes directeur exécutif de la BCP, toujours dans cette logique de financement qui est très importante. Alors comment les banques marocaines intègrent-elles désormais les normes? On a parlé de certaines normes ce matin au niveau des interventions de la première séance d'allocution. Les critères ESG dans l'analyse de leurs projets. Merci d'être avec nous, à vous la parole. Pour commencer, merci beaucoup à la Fédération de la chimie parachimie pour l'invitation. Je rappelle que la BCP a toujours été un partenaire de la Fédération et que nous sommes signataires d'une convention au profit des opérateurs des secteurs. Donc j'en profite pour rappeler que cette convention leur permet d'accéder à un certain nombre de services, à un financement, à des taux préférentiels. N'hésitez pas, bien évidemment, à faire appel à ces avantages. Pour répondre à votre question, il faut revenir un peu à la genèse. Donc les banques et le secteur financier a commencé à intégrer la problématique de la durabilité depuis longtemps. Ça a commencé par le fait de commencer à appliquer des standards internationaux suite aux relations, à l'arrimage du système financier au système financier international et aux relations qui peuvent être capitalistiques ou d'échange avec des banques et des systèmes financiers internationaux. Ensuite, le volet conformité est venu se renforcer davantage pour le secteur financier et les banques en particulier. Et cette conformité ne reste pas cantonnée dans la partie financière pure, mais va au-delà. Nous devons veiller à ce que nous soyons conformes à la réglementation en vigueur, même au niveau des différents secteurs que nous finançons. Par exemple, aujourd'hui, sur l'aspect durabilité, nous avons la loi 1203, la loi 2800, sur les impacts environnementaux, sur la gestion des déchets, que nous devons prendre en considération au moment où nous évaluons les projets. Ensuite est venu, ça a commencé en 2016 au niveau de Banque Maghreb avec la feuille de route pour le secteur financier et s'en est suivi en 2021 la directive 5W 2021 qui est une directive qui introduit et intègre aujourd'hui les risques financiers liés au changement climatique dans la gestion du risque au niveau d'une banque. Donc, ça nous oblige à identifier, mesurer, piloter et monitorer les risques financiers qui viennent des risques climatiques inhérents aux projets que nous finançons. Et tout récemment, donc en 2024, sous l'impulsion du ministère de l'économie et des finances, a été lancée la stratégie nationale de finances durables, donc, qui vise, là encore, à augmenter l'empreinte des financements climat au niveau du secteur financier de manière assez conséquente. Tout ça amène la banque à intégrer la durabilité dans sa stratégie, à tous les niveaux. En commençant par l'engagement du top management, la mise en place d'une gouvernance adéquate, qui a nommé quasiment des responsables de durabilité au niveau d'une banque, une sorte de CSO, donc Chief Sustainability Officer, pour s'assurer que ces aspects sont pris en charge. Puis ensuite, la prise en charge de cette durabilité dans la conception des produits et dans les process de crédit. Et le reporting par rapport à ça. Et j'en viens finalement à votre question. Et donc tout cela emmène... Surtout la réponse à ma question. À la réponse, voilà, exactement, la réponse à votre question. Et donc, c'est déjà un début de réponse. Et ça finit par l'analyse. Donc, chaque fois qu'un projet est présenté à une banque, il doit être regardé sous le prisme de la responsabilité sociale et environnementale. Donc, nous procédons quasiment avec le client à une analyse, à une évaluation environnementale et sociale, donc à travers la réponse à un certain nombre de questionnaires
que nous remplissons avec les clients et qui nous amène à une évaluation des impacts et par la suite à une sorte de classification risque. Cette classification risque impacte la notation même du projet en question et peut impacter, bien évidemment positivement ou négativement, le taux de sortie, donc le pricing, et ça peut aussi impacter la décision d'octroi ou non, sachant que même la décision d'octroi peut être quelque part accompagnée par un plan d'action qui va être suivi avec la contrepartie. M. Tézier avait parlé tout à l'heure du fonds Mohamed VI et des produits Cap Access. Ça, c'est un exemple concret d'ailleurs, un exemple concret d'intégration. Sur le produit Cap Access, il y a obligation de remplir un questionnaire pour les demandeurs de crédit, une vingtaine, disons, de questions qui nous permettent d'analyser. Vous m'avez rassuré parce que je pensais à 20 questionnaires. Je me suis dit, c'est un peu compliqué, dire, à l'air de Non, il est très simple. Donc c'est assez simple. Merci beaucoup, Sia Amimi. Je reviendrai parce Voilà, vers vous, parce que j'ai d'autres questions. Je voudrais interpeller Sia Othman Benani sur un autre sujet, parce qu'en fait, on doit aller vite, dans le sens où le second panel va démarrer dans quelques instants. Quels sont, selon vous, Sia Othman, les leviers prioritaires pour intégrer la durabilité au niveau des entreprises, surtout du secteur? À vous la parole. Le premier levier, c'est la décarbonation. Alors, quand on parle de décarbonation, donc c'est-à-dire qu'on va pas seulement utiliser des sources d'énergie renouvelables, mais aussi optimiser les processus de production de telle sorte à utiliser moins d'intrants et utiliser des technologies qui vont utiliser pas du tout d'intrants ou des technologies renouvelables. Par exemple, dans la chimie, du végétal, il y a le CO2 supercritique. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser des solvants dérivés du pétrole, on va utiliser du CO2 qui vient de l'atmosphère. Et bon, c'est très énergivore, mais avec des sources décarbonées d'électricité, on permet d'être compétitif. Donc le premier point, c'est la décarbonation de la chaîne de valeur. Par exemple, on peut aussi avoir de l'intégration locale sur le recyclage. On parle aussi de plus en plus de nearshoring, donc c'est-à-dire qu'avant on parlait de offshoring, donc les sociétés envoyaient leurs unités de production dans des pays à bas coût. Là on parle de nearshoring, donc c'est-à-dire d'avoir une intégration locale. Donc c'est-à-dire que moi, industriel à Casablanca par exemple, j'aurai mon fournisseur à Casa, Marrakech, à Fès ou peu importe, et lui aussi son fournisseur sera dans la même région. Donc là on parle vraiment d'intégration locale. Et à titre d'exemple, dans la chimie, quand on va en Europe, en Asie, dans des zones industrielles dédiées de la chimie, dans le même parc industriel, on va avoir 3, 4, 5 ou 6 sociétés qui sont toutes spécialisées dans le même produit. D'accord ? Elles sont toutes compétitrices, mais elles font le même produit et il y a de l'ultra-spécialisation. Et derrière, ils ont aussi leurs fournisseurs qui sont dans la même zone industrielle, etc. etc. Parfait. Merci beaucoup, M. Othman. Il y aura une dernière question rapidement. Allez-y. Le deuxième volet qui est très important, c'est d'investir dans l'innovation et la R&D. Donc j'ai parlé des nouvelles technologies. Donc l'innovation et la R&D est très important. Donc il faut dédier un chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires en tant que société manufacturière pour optimiser ces processus. Donc la décarbonation, ce n'est pas seulement mettre des panneaux solaires, des batteries, acheter de l'énergie verte, mais c'est aussi optimiser son processus de production de telle sorte à utiliser moins d'intrants, à sortir plus de sa matière première. Et le troisième point, la conformité réglementaire avec nos marchés à l'export. Donc on a parlé de REACH. Alors REACH, c'est quoi? En anglais, c'est Registration, Evaluation, Authorization et restriction. Donc le mot important à retenir dans REACH, c'est restriction. L'Union européenne a mis en place REACH pour donner une chance à ces industriels pour produire chez eux des produits chimiques. Donc, c'est-à-dire nous, industriels marocains, quand on veut exporter certains produits soumis à la restriction REACH, en Europe, on est limité à un quota de 1 tonne par an. Et pour pouvoir accéder à plus de 1 tonne de marché, il faut payer un droit d'entrée sur le marché européen avec des études. Et ça, pour chaque produit chimique. Donc, par exemple, un industriel qui produit une centaine de produits chimiques, eh bien, s'il veut exporter plus de 1 tonne annuelle en Europe, il doit payer des frais pour une centaine de produits. Et là, de plus en plus de pays, comme le Royaume-Uni et la Turquie, donc on a parlé de la Turquie, ont mis en place leur propre REACH pour encourager leurs industriels. Au Maroc, on n'a pas encore fait cela. Et ça, c'est
on parle beaucoup aux États-Unis de barrières douanières, mais la barrière réglementaire pour l'accès au marché est tout aussi importante. Et il faut qu'il y ait aussi peut-être des réciprocités qui permettent d'encourager les exportateurs. Donc quand on veut exporter via les marchés dont on a discuté, l'Europe, etc., eux, ils protègent leurs industriels pour maintenir leur compétitivité, pas seulement par des droits de douane, mais aussi par des barrières réglementaires. Merci beaucoup, Syed Othman, pour rappeler, d'avoir aussi mis en exergue ces normes qui ne sont pas forcément des fois dans la logique de la durabilité, mais aussi de constituer ce qu'on appelle des barrières non douanières. Peut-être un sujet qui reviendra dans les questions-réponses. C'est Taïbi, quels sont selon vous les principaux enjeux des normes et de la certification dans le secteur par rapport à ce qui a été dit? Donc vous êtes enrichi par rapport à l'ensemble des débats qui ont eu lieu. Donc selon vous, quels sont les principaux enjeux des normes? Merci. Les enjeux sont les mêmes pour tous les secteurs. Bien sûr, il faut voir la normalisation et la certification selon les différentes dimensions. Les normes et la certification, elles servent tout d'abord pour protéger l'industrie. Pas le protectionnisme, mais la protection contre la concurrence déloyale. Aujourd'hui, la plupart des pays mettent en place des normes pour réguler la concurrence. Et c'est ce que vient de dire Syed Othman d'ailleurs. Oui, ce n'est pas toujours le cas pour le Maroc. Donc il faut identifier les produits qui sont aujourd'hui objets d'une concurrence déloyale ou qui sont moins compétitifs pour les soulager, pour les appuyer avec des normes et avec la certification. Nous avons des cas pour le secteur de la chimie au Maroc, mais il faut voir comment généraliser cette approche. Aussi, le plus important comme enjeu, c'est la conformité. À mon sens, la conformité passe avant la durabilité. Parce qu'autour de la conformité, on peut greffer n'importe quelle approche et n'importe quelle démarche. Mais sans conformité, on n'aura pas une durabilité durable. On peut toujours mettre en place des décarbonations sans avoir des structures normalisées, mettre en place des ESG. Donc il faut être conforme et passer rapidement, greffer tout ce qui serait imposé par le marché, pas par les médias. Parce qu'on pourrait ne pas être concerné par le ESG ou par la décarbonation. Ce n'est pas une exigence qui est applicable à tout le monde en même temps. Donc il faut suivre le marché, écouter le marché et aller doucement selon le besoin du marché, pas le besoin d'une institution ou d'un consultant ou d'une force bien déterminée. C'est-à-dire qu'il faut intégrer dans ce qu'on appelle l'ADN de production, ce qu'on appelle le positionnement marché, c'est-à-dire de faire attention aux exigences afin de permettre à Effectivement, parce que la durabilité du produit, c'est la satisfaction des besoins du marché. Bien sûr, ce besoin s'étend maintenant à cet aspect décarbonation, ESG, etc. Mais il faut aller doucement et progressivement pour pouvoir assurer la durabilité. Deuxième enjeu, c'est la partie protection du consommateur. Aujourd'hui, il faut respecter le consommateur. Donc, dans l'intégration, même dans la démarche sociétale, la démarche ESG, on insiste sur la partie consommateur. Consommateur au sens large, c'est-à-dire utilisateur. Surtout pour les produits chimiques, il y a la notion de sécurité. Donc, il y a les fiches de données de sécurité, il y a les dangers. Donc, il faut intégrer ce respect du consommateur dans l'outil de production. Et bien entendu, la partie durabilité, donc en plus de la conformité, le consommateur, il y a la partie environnement, la partie durabilité. Il y a assez d'outils. Il faut aller vers l'international. Aujourd'hui, on parle du marché international. Tout est structuré et cadré par l'international, par des normes internationales. C'est facile de s'y mettre si on a la volonté et le courage de le faire immédiatement. Merci de cette précision, CTB. Je précise que vous êtes directeur général d'Imanor. Autre question pour Salahdine, comment les entreprises marocaines peuvent-elles transformer les contraintes, on parle de contraintes, donc en ce qu'on appelle opportunité, même ce qu'on appelle différenciation à l'export. On a entendu marché, on a entendu positionnement client, etc. Quels seraient selon vous les outils de transformation pour qu'ils y parviennent? Je précise les entreprises marocaines. Alors, je ne suis pas tout à fait aligné avec les derniers propos. Que vous avez, les derniers, juste, pas les avant-derniers. Non, les tout derniers. Vous précisez la personne. Non, juste par rapport à la question de conformité et durabilité. La conformité est dans le process de la durabilité. Alors, si je prends un petit peu le tracé historique de la RSE, de manière générale, le terme le plus utilisé, mais de la durabilité au sens un peu plus large, on va dire qu'on passe par 4 ou 5 grands stades historiques. Premier stade de la RSE spontanée, philanthropique. On veut faire du bien, on est conscient, on veut protéger l'environnement,
on veut faire du bien dans la société, mais voilà, c'est un petit peu spontané. Deuxième niveau de maturité, c'est la RSE structurée, réfléchie, basée sur une analyse des impacts, une analyse des parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est les clients, les fournisseurs, les salariés, les partenaires commerciaux, les partenaires financiers, et ainsi de suite. Troisième niveau de maturité, c'est la RSE basée sur la conformité. C'est là où on rentre effectivement avec la conformité légale, réglementaire et normative, et on rentre dans de la mesure à travers de l'ESG. Et donc on va avoir des dimensions environnementales, sociales, de gouvernance qui vont permettre de mesurer et de traduire de manière opérationnelle la conformité qui est attendue par les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, le secteur de la... Alors je parlerai des autres strates peut-être un peu plus tard. Dans les questions-réponses, parce qu'on a dépassé déjà le timing de notre panel de 15 minutes. C'est passionnant, mais il faudrait aussi se concentrer de manière précise sur les réponses. Oui. Aujourd'hui, le secteur de la chimie et de la parachimie est un secteur qui a, on va dire, la particularité d'être fortement réglementé, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Voilà, on manipule des produits qui sont parfois dangereux, qui peuvent être polluants, qui peuvent être dangereux pour les utilisateurs, à la fois les salariés, mais également pour les clients, les utilisateurs finaux, etc. Et pour lesquels on a des exigences réglementaires, notamment sur l'aspect environnemental et santé-sécurité au travail, qui sont déjà là. Alors après, on peut discuter, est-ce qu'on est sur le bon niveau d'exigence par rapport au marché destinataire, mais il y a un processus de rapprochement qui se fait de toute manière, de manière progressive entre le Maroc et l'Union européenne, notre premier marché. La particularité aujourd'hui par rapport à ça, et pour arriver à comment dépasser la conformité pour être dans un vrai outil de différenciation, c'est de dépasser, si je reprends les trois composantes E, S, G, on est très réglementé dans le E, et donc la conformité elle est essentielle là-dessus. On peut avoir de la différenciation, mais la conformité elle est déjà très prédominante. Sur le côté S, pareil, il y a déjà beaucoup de conformité, mais c'est là où il y a un peu plus de latitude en termes d'innovation et en termes de rehausser le niveau des exigences, dépasser ce qui est réglementaire pour être à l'écoute du marché, pour intégrer les attentes particulières des différents clients et consommateurs. Et donc, ça peut interpeller du re-engineering de produits, de la différenciation sur la fabrication, sur la conception même des formules et des produits qui sont destinés au marché, et même sur la manière avec laquelle on livre le produit. Est-ce qu'on livre uniquement un produit ou on se développe vers du service ? Troisième composante, la composante G, et c'est là qui est la moins réglementée aujourd'hui parmi les trois composantes de l'ESG. Et quand on parle de G, on parle de chaîne de valeur, on parle de relations avec les fournisseurs, on parle de sourcing, mais on parle également de la responsabilité du produit depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'extraction finale. Il y a toute une chaîne, au fait, donc de l'amont jusqu'à l'aval, en fait. C'est ça. Exactement. Donc de l'extraction des matières premières jusqu'à l'extraction finale du produit, et donc assurer une meilleure traçabilité, un meilleur suivi de comment le produit est utilisé aux différents stades de son évolution dans la chaîne de valeur, et comment embarquer à la fois les fournisseurs et les distributeurs et les clients dans une démarche de durabilité sur toute la chaîne de valeur. Merci beaucoup, c'est Salahdine. Deux dernières questions à Si Zakaria et à Si Mohamed Amimi. La première pour Si Zakaria, comment une entreprise peut-elle structurer un projet bancaire vert, notamment dans le secteur sur lequel on est en train de débattre aujourd'hui, la chimie, la parachimie? Bon, il y a bien sûr, c'est au cas par cas, mais pour rester sur des termes généraux, bon, premièrement, il faut que ce projet soit aligné avec les accords de Paris, dans la mesure où il va permettre de ne pas avoir une hausse supérieure à 2 degrés de température, ou au meilleur des cas, ou si c'est possible, 1,5 point. Cependant, je pense qu'on peut spécifiquement faire quelques étapes. La première, c'est de définir les objectifs environnementaux, c'est-à-dire quel est l'objectif de l'entreprise par cet investissement vert. Est-ce que c'est la réduction de CO2? Est-ce que c'est l'économie d'eau? Est-ce que c'est la baisse des déchets, la circularité, etc. Donc d'abord, définir les objectifs. Par la suite, identifier les capex verts qui sont liés à ces objectifs. Avoir une liste chiffrée de quantification des gains, d'économie de consommation d'électricité, de tonnes CO2 évitées, de mètres cubes d'eau économisés, etc. Et mettre en place un plan de suivi qui peut intégrer des KPIs, des mesures de vérification, etc.
Et puis aussi, il y a les CAPEX qui sont éligibles, aux CAPEX verts qui sont éligibles au financement de la BERD. Et je voudrais les énumérer très rapidement. En quelques minutes. Vous avez par exemple l'efficacité énergétique, tout ce qui est moteur IE3, IE4, compresseurs performants. Nous avons les bâtiments verts, les certifications LEED, BREEAM, etc. Pour les eaux, il y a les réutilisations des eaux usées, l'économie circulaire des unités de recyclage interne, plastique, solvants, etc. Réduction des émissions atmosphériques, chaleur et énergie en termes de réacteurs performants, chaudières bas carbone, etc. Et pour la substitution de matières premières, tout ce qui est solvants biosourcés, catalyseurs propres, chimie verte et procédés enzymiques. Merci beaucoup. On reviendra certainement sur ces critères dans les questions-réponses. Il y a un espace de questions-réponses qui est prévu par les organisateurs. C'est à Mimi la dernière intervention avec la dernière question. Quels sont les projets par priorité qui peuvent bénéficier de financement? Donc c'est intéressant de le savoir au niveau de votre banque. Merci de votre réponse. Écoutez, bon, globalement, aujourd'hui, si je dois dire les projets qui sont prioritaires, je dirais les projets qui présentent qui mettent la compétitivité au cœur de leur objectif, et notamment à travers qui dit compétitivité due aujourd'hui pour l'arrimage des chaînes de valeur, l'innovation et qui peut être boosté par cet arrimage de chaîne de valeur, et la durabilité dans le sens où aujourd'hui la décarbonation notamment est un enjeu de compétitivité, et non seulement parce que par rapport aux accès au marché, mais globalement aussi par rapport au fait que ça permet de réaliser des économies qui permettent eux-mêmes de financer les projets. Et donc, pour cela, nous mettons en place en tant que banque un ensemble de dispositifs d'accompagnement qui s'arriment soit aux dispositifs gouvernementaux, soit à des dispositifs des partenaires, soit à des produits montés en interne. À titre d'exemple, nous avons les opérateurs pourraient recourir à des produits de cofinancement avec Team-Willcom, qui permettent d'avoir des taux de sortie très intéressants, puisque 40% est financé par Team-Willcom à un taux de 2,5%. Donc après, ça pourrait faire un taux de sortie intéressant. Vous avez la charte de l'investissement qui a intégré une dimension durable avec une additionnalité pratiquement de 3% de primes d'investissement qui se rajoute quand le projet dispose d'une dimension durable, la composante durable du projet. Avec la BERD, d'ailleurs, nous avons un très bon track record parce que nous avons participé à pratiquement... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a mis côte à côte. Exactement, oui. Enfin, nous avons beaucoup travaillé et nous avons participé en tant que banque à tous les dispositifs. On a commercialisé le Morcef Plus, la GVC, la GEF, et très bientôt, on va travailler sur une nouvelle ligne. Rien à titre d'exemple pour que les PME puissent le savoir, nous avons accompagné rien qu'avec le dispositif de la BERD plus de 300 PME, je parle bien de PME, avec plus de 2 milliards de dirhams de financement, avec un très beau bilan carbone qui avoisine les 70 000 tonnes par an de réduction d'émissions de CO2 et des économies moyennes d'énergie qui dépassent les 40%. Ça, rien que sur ce dispositif-là. Après, nous avons aussi travaillé avec la Banque européenne de l'investissement et nous avons aujourd'hui une ligne d'à peu près 50 millions d'euros qui est destinée aux chaînes de valeur. Et la chimie, elle est au cœur des chaînes de valeur. Donc, Chagan l'a toujours dit, la chimie, elle est partout, dans tous les process. Donc, toute l'industrie fait appel à la chimie. Donc, du coup, elle est dans toutes les chaînes de valeur. Agro, agri, automobile, textile, partout. Aujourd'hui, les nouveaux écosystèmes de la batterie et autres font appel à l'hydrogène vert, font appel à la chimie. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur les chaînes de valeur, c'est extrêmement important. Et là, on a mis en place avec la BEI un produit qui s'adresse à ces chaînes de valeur à travers des taux préférentiels, à travers une assistance technique gratuite, et il est assorti d'une garantie de portefeuille pour la banque pour pouvoir accompagner des projets qui pourraient même éventuellement être short en termes de garantie. Enfin, souvent, on nous fait ce reproche d'ailleurs. Donc, mis à part ces financements-là, il y a tout ce qui est private equity qui se développe de manière importante. Aujourd'hui, on voit des fonds
on lance des fonds qui s'adressent au financement, qui financent des financements, des projets durables, notamment sur l'efficacité énergétique, des green bonds. Donc, il y a une panoplie de dispositifs pour accompagner les chaînes de valeur de la chimie pour être compétitive et aller à la conquête des marchés. Merci beaucoup, Siami. Je voulais juste ajouter, vous avez parlé de la transversalité, nous sommes aussi des êtres biochimiques. Donc, vous avez tout à fait raison, je le conforte. La chimie, elle est partout. Effectivement, vous savez qu'on n'allait pas de toute façon épuiser tout ce panel avec toutes les questions qu'on avait prévues aujourd'hui. Donc, il y aura matière à le reprendre dans d'autres occasions. Je voudrais vous remercier au nom de la présence nombreuse et chaleureuse pour la pertinence de vos propos. Je voudrais inviter Monsieur le Président donc, à nous rejoindre pour la photo du premier panel sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.